Un enfant qui quitte la maison parce qu'il va faire ses études, ça peut stresser une maman, et elle peut très bien avoir un cancer qui apparaît dans les 3-6 mois. Malgré tout, on voit beaucoup plus de cancer du sein chez les femmes jeunes, entre 30 et 35 ans. Un cancer n'est visible que quand on a à peu près 1 mm3 de cellules qui se sont agglutinées au même endroit. Le tabac seul est un facteur de risque. En association avec d'autres facteurs de risque, il potentialise l'arrivée de ces cancers. Arrêtez de fumer, et si vous fumez pas, ne vous commencez pas, s'il vous plaît. Drive Talks. Je vais pas écorcher ton nom, mais je vais t'appeler Céline. Oui, c'est très bien. Parfait. J'espère que tu vas bien. En tout cas, encore une fois, merci d'être parmi nous. Valentine est là pour... Merci de m'inviter. Donc, comme je disais, je suis archi content parce que, je vais découvrir un métier que je connais que à travers mes études et que j'ai complètement oublié. Tu me disais que le cœur, c'est la dernière chose que tu regardais. Moi, la napate, je ne regarde pas du tout. J'aimerais bien parler de tout ce côté prévention et de l'importance que ton métier a dans tout ce qui est dépistage et le diagnostic de différentes maladies, notamment le cancer. Et potentiellement l'un des facteurs de risque qu'on a en commun avec le tabac. Parler quel est l'impact de ce facteur de risque sur tout ton métier, toutes les lésions, toutes les différentes maladies. Et comme on était en train d'en parler, les 5, 10, 15 années futures, l'innovation, l'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup. Mais déjà, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, pour savoir qui tu es. Alors moi je suis Selim Ramla, je suis médecin pathologiste, donc je suis spécialiste en anatomie pathologique et une spécialité médicale, une spécialité du diagnostic, à l'instar de la radiologie, de la biologie également, qui en fait a pour vocation l'étude des tissus humains et le diagnostic des processus inflammatoires, tumoraux, bénins ou malins. Donc c'est une spécialité qui est essentielle dans la prise en charge du cancer aujourd'hui, tant au moment du diagnostic du cancer que sur tous les actes de prévention. Alors quand on parle de prévention du cancer, on pense tout de suite dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer de la prostate, qui ont leur penchant clinique, mais également leur penchant histopathologique ou cytopathologique. Okay. Voilà. Très bien, tu as dit beaucoup de choses. Concrètement, comment tu fais ton métier, en quoi ça consiste pour que les gens comprennent comment on vient d'une biopsie ou d'un prélèvement via un diagnostic précis où on dit monsieur ou madame vous avez un cancer ou votre tumeur est bénigne. Donc en effet tout part d'une constatation clinique, d'une suspicion clinique. Le médecin qui va avoir face à lui son patient va avoir plusieurs possibilités en fait pour justement confirmer ces suspicions. Les actes de radiologie, mais également donc les actes de prélèvement tissulaire ou simplement cellulaire. Alors, comment ça se passe en pratique? Par exemple, on pourrait prendre un exemple assez simple, celui d'une femme qui a entre 25 et 35 ans, qui va avoir la possibilité d'avoir une colposcopie auprès de son gynécologue, qui, voyant une lésion lors de la colposcopie, peut très bien faire un petit frottis et également un test HPV. Ça va permettre aux pathologistes de poser un diagnostic, en tout cas sur un dépistage d'une lésion à un stade précoce, chez une femme qui potentiellement pourrait très bien être exposée à un HPV et donc à une lésion HPV induite à risque de cancer. Donc tout part en fait d'une présomption clinique dans un cadre défini. Par exemple, dans le cadre du cancer du sein, la patiente peut très bien, par l'autopalpation, sentir une lésion, une tumeur, une boule au niveau d'un des cadrans de son sein, aller voir son médecin va l'orienter vers un radiologue qui va faire une image et procéder à la réalisation de biopsie. Okay. Donc tout ce matériel qui est prélevé, qu'il soit cytologique, qu'il soit biopsique, tissulaire, va être acheminé vers le laboratoire de pathologie. Là, on a des contraintes techniques qui sont assez incompressibles, mais qui sont nécessaires et qui nous font déjà perdre 24 à 48 heures avant que la biopsie puisse être analysable. C'est-à-dire qu'une fois que la biopsie est obtenue, elle doit être fixée dans le formol pour arrêter la dégradation tissulaire, elle doit être conditionnée pour pouvoir être ensuite mise en fait en paraffine. C'est la paraffine, donc c'est tout simplement de la cire de bougie qui va nous donner une structure et nous permettre de couper des lames de la lésion qu'on va colorer par des colorants avec des affinités tinctorielles qui nous permettent en fait d'analyser les noyaux, les cytoplasmes, l'architecture tissulaire,
d'une manière assez générale, hein, et donc de définir quels sont les critères à partir de nos observations de malignité ou de bénignité pour statuer sur une lésion et savoir ce qu'on fait ensuite. Il y a d'autres techniques qui interviennent, parce qu'une tumeur en soi, c'est une désorganisation architecturale avec des critères définis, mais qui va avoir aussi un profil. Une cellule a une espèce de carte d'identité, un phénotype, et chaque cellule tumorale ayant son phénotype va avoir un traitement qui est associé à ce phénotype. Donc quand on parle du cancer, on parle pas du cancer du sein, mais on parle des cancers du sein. Chaque patiente a son cancer, et chaque cancer est traité selon des recommandations propres à ce type histologique, à ce phénotype. C'est important ce que tu dis, c'est que effectivement dans l'esprit de monsieur, madame, tout le monde, même moi quand j'ai commencé mes études, je pensais que le cancer c'était une maladie, et en fait c'est des centaines et des milliers de maladies qu'on prend en charge vraiment de manière distincte, selon l'aggravation, enfin le type du cancer, c'est-à-dire s'il est local ou s'il est métastasé, s'il est du sein, du prostate, voilà. Donc c'est important ce que tu dis, que c'est vraiment une maladie, le cancer, mais différents phénotypes, enfin, ouais, différentes cellules, et on adapte le traitement en fonction de chaque type de cancer. Exactement. On est dans une ère d'une médecine individualisée. Exactement. Et en effet, notre métier ne s'arrête pas simplement à cela, mais également on va jusqu'au niveau moléculaire, où en fait on est capable de proposer un phénotype moléculaire d'une cellule tumorale, et donc de définir comment le cancer s'est construit. Est-ce qu'il y a une part de génétique? Est-ce qu'il faut aller regarder des choses chez les frères, sœurs, chez les enfants, pour justement être encore plus préventif pour les générations suivantes, et également des thérapeutiques qui sont associées à chaque type de mutation, et qui ont de très très bons effets, et sur le plan thérapeutique, donnent des effets spectaculaires qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans, et qui ont complètement changé la prise en charge du cancer, et surtout le statut du patient atteint d'un cancer. Trop bien. Effectivement, ça a beaucoup changé depuis mes études de médecine. Trop bien. Juste sur ce que tu viens de dire, ça c'est pure curiosité. Tu m'as dit que donc clairement la pathologie c'était pas une médecine d'urgence, donc du coup il y avait des contraintes logistiques 24-48 heures. Qu'en est-il de... Moi j'ai toujours le souvenir de l'extemporané, en fait on fait une chirurgie, typiquement le cancer du sein, t'as pris, on analyse le ganglion sentinelle. Exactement. Je me fais une petite interrogation. C'est super souvenir. Et on analyse donc du coup, et en quelques minutes, on sait si jamais on doit curer toute la chaîne ganglionnaire ou pas. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur cette technique, si c'est un métier une partie de ton métier que tu fais toujours ou Complètement. Alors en effet, les examens extemporanés, c'est même une bonne partie du métier. Alors les recommandations sont extrêmement strictes et définies. Tu parlais du ganglion sentinelle qui en effet était examiné extemporanément. Aujourd'hui, le ganglion sentinelle n'est plus examiné extemporanément parce qu'en fait, à partir d'une observation qui est malgré tout assez basique, en examen extemporané, on n'est pas dans les mêmes conditions d'observation que quand le prélèvement est techniqué selon tout ce que je te précisais avant. Fixation formolée, les contraintes techniques. L'extemporané, on donne une réponse en 10 minutes. Donc, comment ça se passe en pratique? C'est programmé. La plupart du temps, c'est programmé. Par exemple, une patiente a un cancer du sein, on va lui faire une tumorectomie, on a besoin d'évaluer le ganglion sentinelle, qui est le premier relais ganglionnaire par lequel les cellules tumorales pourraient quitter le sein et commencer à métastaser. Donc en fait, on est au bloc opératoire, on est à côté du chirurgien, il est en train de faire la recherche de son ganglion sentinelle qui a été préalablement marqué, alors, soit par radioisotope, soit par coloration, au bleu de patenté, et en fait, il trouve son ganglion, il nous le donne, on sort du bloc opératoire, on va sur notre petite paillasse, on tranche le ganglion en deux, on l'observe, on fait une petite coupe en fait, et on l'observe microscopiquement. On recherche des signes de malignité, la présence de cellules qui n'ont rien à faire dans un ganglion. Un ganglion, c'est des lymphocytes. Les lymphocytes, c'est des globules blancs. Nous, on va chercher des cellules qui ont un autre aspect, une autre présentation. Être là, quoi. Exactement, et qui devrait pas être là, et qui va nous faire, à partir de là, suspecter fortement que le ganglion est métastatique. Sachant qu'un ganglion métastatique, normalement, on va avoir d'autres critères pour le classer. Ça peut être des cellules tumorales isolées, ça peut être une micrométastase, ça peut être une macrométastase, selon les critères de taille. Il peut y avoir une rupture de la capsule du ganglion. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas donner en extemporané. Sauf quand, en effet, le ganglion est macroscopiquement métastatique, exactement. Et à partir de là, le chirurgien va devoir adapter son geste. C'est-à-dire que si on lui répond qu'on n'a pas vu de cellules tumorales, il n'a aucune raison de faire un curage ganglionnaire. Parce qu'un curage ganglionnaire,
comporte quand même des conséquences fonctionnelles pour les patientes qui sont pas négligeables, des œdèmes du membre supérieur, il faut plus porter, etc. Si on peut leur éviter ça, sachant qu'elles sont déjà prises dans un contexte de cancer qui est déjà physiquement et moralement difficile, alors qu'elle a toutes les chances de s'en sortir, on va pas lui coller une complication fonctionnelle pour la suite. Donc voilà le rôle du pathologiste. Mais ça ne s'arrête pas là. Le chirurgien continue son geste, il fait sa tumérectomie, il enlève donc la tumeur et il nous la donne. Et là, macroscopiquement, on peut analyser les limites d'Exérèse. Est-ce qu'il a enlevé toute la tumeur? Est-ce qu'on l'a bien au milieu de notre prélèvement et à distance des berges pour que la patiente ait toutes les chances que la chirurgie l'ait traitée? Parce que le traitement aujourd'hui du cancer, c'est la chirurgie. On pense à chimiothérapie, radiothérapie, ce sont des traitements adjuvants qui viennent en complément. Mais le traitement curatif du cancer, c'est la chirurgie. Donc il faut tout enlever. Notre rôle en extemporané peut également être de simplement donner une orientation diagnostique. C'est-à-dire que, je prends un autre exemple, un patient a une boule dans le poumon. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est cancéreux? Est-ce que c'est pas cancéreux? Parce que si c'est tumoral, probablement le chirurgien aura besoin de faire une lobectomie, voire peut-être un geste un peu plus large. La fameuse tache dans la radio. Exactement, tout à fait, la fameuse tache. Mais ça peut très bien être un nodule de sarcoïdose qui va avoir besoin d'un traitement médicamenteux, donc pas de chirurgie. Qui n'est pas un cancer Exactement, ou alors quelque chose d'inflammatoire autre. Et donc on peut très bien aussi orienter le chirurgien et le guider dans son geste. C'est ça en fait le rôle de l'extemporané, c'est pendant que le patient est sur la table d'opération, guider le chirurgien pour qu'il puisse déjà le prendre en charge de manière optimale au moment de la chirurgie. Trop bien. Effectivement, trop bien, parce que là, tu es en train de dire que effectivement, le pathologiste il a un rôle central, une importance quasiment capitale dans la prise en charge du patient. Moi, je retiens deux choses. C'est un travail d'équipe aussi, parce que du coup, là, tu viens de citer le chirurgien. J'imagine que quand tu as le résultat de l'analyse, tu peux appeler des généticiens, tu peux appeler d'autres personnes. Est-ce que tu peux me recentrer le rôle du pathologiste à travers les différentes spécialités? Tout à fait. Voilà. Ce serait cool. Et ben en fait, dans la prise en charge du cancer, et tu le sais très bien, il y a toujours cette fameuse RCP, cette réunion de concertation pluridisciplinaire, qui va statuer sur la prise en charge d'un cancer à un instant donné, au moment du diagnostic, en première intention de traiter, mais très bien aussi, ça peut aussi être très bien dans l'évolution de la maladie. Si on avance sur un mode métastatique, un échappement thérapeutique, il y a besoin d'avoir un consortium de médecins qui ensemble vont statuer sur une prise en charge. Donc le pathologiste travaille en équipe et pour un patient et pour cette équipe. Donc vraiment, c'est un service qui est rendu pour orienter au mieux la thérapeutique avec en premier lieu le cancérologue, qui lui va avoir le patient, va coordonner les soins, parfois besoin d'un examen cardiovasculaire pour savoir si telle ou telle chimiothérapie peut être donnée. Donc le cancérologue, coordonnateur de soins, et qui va aussi organiser toute la partie thérapeutique. Le chirurgien qui va intervenir à des moments précis, soit pour enlever la tumeur, soit prélever un ganglion, éventuellement prélever une métastase par la suite. Le radiologue, qui lui aussi a une observation sur le bilan d'extension. Tout patient qui a un cancer, donc on fait une imagerie qui est propre à la localisation du cancer, mais ensuite il y a un bilan d'extension, TEP scanner, médecin nucléaire donc. Le radiothérapeute qui lui aussi intervient, et parfois en fonction des l'oncogériatre, parce que c'est un patient plus âgé, donc on va devoir organiser la thérapeutique un peu de manière différente, parce qu'ils ne peuvent pas avoir le traitement avec les mêmes doses que chez quelqu'un de plus jeune. Donc voilà, ce sont tous ces acteurs. L'assistante de recherche clinique, qui en fait, elle, est au courant de tous les essais cliniques disponibles pour une maladie donnée à un stade donné Voilà, donc tous ces gens-là travaillent ensemble dans le but, en fait, de proposer la meilleure prise en charge aux patients. Et nous, en fait, notre rôle est toujours de donner un type histologique, d'affirmer la présence d'un cancer, de donner son sous-type, de donner les éventuelles pistes thérapeutiques en fonction de cibles existantes ou pas, et d'orienter aussi le cancérologue dans sa décision de traitement. Ok, trop bien. Effectivement, moi, c'est vraiment marrant là ce qui se passe, c'est que ce que tu me dis, je l'ai appris durant mes études, cette fameuse RCP. J'ai assisté à des RCP, notamment en gynécologie, quand j'y étais pour les cancers. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très bien huilé. Ça l'était déjà il y a 10-15 ans, parce que j'ai un peu vieilli. Mais là, tu viens de dire qu'il y a vraiment une équipe autour d'un seul patient, d'une seule pathologie. Et c'est clairement extraordinaire. Top.
Je suis impressionné. Et juste, parce que on est quand même en train de parler de la première cause de mortalité en France, le cancer. Tu as parlé d'une médecine individualisée, une médecine personnalisée. C'est vers là que ça va, la prise en charge du cancer. C'est ce que tu peux me dire, les grandes notions des 5-10 prochaines années dans le traitement du cancer? Complètement, en fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, on n'a pas un cancer, on a des cancers. Chaque type de cancer a maintenant une sous-classification, une sous-stratification dans lequel on maîtrise parfaitement le type histologique, le type phénotypique, le type moléculaire, le pronostic pour le patient, la réponse au traitement. Et en plus, on est dans une ère où on génère énormément de données, de data sur le plan moléculaire, au point qu'elles sont mises à chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est diffusé sur des plateformes, et on attend de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de découverte qui est cachée. Au contraire, rapidement on divulgue pour voir ce qu'on peut faire de ces nouvelles données. Les données open source, quoi. Exactement, tout à fait. Et en gros, des thérapeutiques se développent avec de plus en plus précises, qui ciblent un gène qui va avoir un rôle dans la croissance tumorale, par exemple, qui va cibler un gène qui peut avoir un rôle dans la réparation de l'ADN qui était défectueux et peut-être être même parfois proposé dans différents types de cancers, mais qui ont la même mutation. On a certains cancers de la prostate qui ont les mêmes mutations que des cancers du sein, qui ont les mêmes mutations que des cancers du pancréas, qui ont les mêmes mutations que certains mélanomes. Et en fait, on peut proposer des traitements qui finalement fonctionnent sur tous ces types de cancers. Donc en fait, vraiment, plus on avance et plus on va vers cette médecine individualisée. Dans certains projets, il était question de faire des avatars pour les patients, c'est-à-dire en fait une espèce de souris dans laquelle on greffe les cellules tumorales du patient et on voit comment elle répond au traitement proposé de manière à orienter le mieux possible le traitement. C'est un peu, on a l'impression que c'est un peu de la science-fiction, mais Alors juste si je comprends bien, on a une lésion d'un patient. Oui. On la greffe sur une souris. Exactement. On fait plusieurs. On voit comment certains traitements réagissent. Ouais. Et si ce traitement est le game changer et guérit la souris, on peut mettre ce traitement. Exactement. C'était des propositions pour imaginer l'après, en fait. Justement. Comment on allait encore plus individualiser cette médecine, qui est déjà très individualisée, en tout cas pour nous, dans les pays qui sont développés. Exactement. Mais déjà, au stade où on est, chaque patient fait l'objet d'une médecine individualisée dans la prise en charge du cancer. Trop bien. Deuxième chose que je voulais parler, parce que avant de traiter le cancer, il faut tout faire pour éviter que ça arrive. Ouais. À travers ce podcast, à travers mon métier, j'essaie vraiment de mettre en avant la prévention, de mettre en avant les comportements qui permettent d'être en meilleure santé et d'éviter ce genre de pathologie. Est-ce que tu peux nous dire, concernant la pathologie cancéreuse, les différents comportements qui augmentent de manière significative le risque de cancer, s'il te plaît? Bon, alors là, il y a pléthore. Hein. On vit dans une époque où, en plus, on a l'impression qu'on peut rien faire sans être à risque. Mais c'est vrai qu'il y a... Si tu peux te concentrer sur les majeurs pour que... Ouais, les majeurs, on retrouve souvent les mêmes. Hein. Essentiellement sur le plan hygiéno-diététique, l'alcool et le tabac. Le fait aussi d'avoir une activité physique qui est insuffisante, l'obésité. Tu connais bien le syndrome métabolique. Pendant longtemps, le syndrome métabolique, on avait l'impression que c'était hypertension, diabète, toutes ces pathologies-là. Pourtant, il existe des cirrhoses associées à ce syndrome métabolique, des cirrhoses non alcooliques, qui, lorsqu'elles se développent en carcinome hépatocellulaire, donc en cancer du foie, sont souvent plus graves que les cancers du foie développés sur des cirrhoses alcooliques. Ah, je savais pas ça. Complètement. C'est une autre architecture, c'est une autre manière de cancériser, entre guillemets. Et en effet, on voit bien que toute cette prévention sur le plan déjà hygiéno-diététique est majeure. Après, il y a des choses dont on ne parle pas assez, mais le stress, le sommeil. Pendant nos nuits de sommeil, on est censé se régénérer avec le cortisol qui est effondré à minuit et qui va regrimper doucement jusqu'à 8 heures. Et qui nous permet aussi d'être en bonne santé, de réparer nos cellules qui ont été endommagées. Donc si en fait la nuit on est en train de faire autre chose, on est éveillé, alors, je dis pas qu'il faut pas faire la fête, au contraire, il faut faire la fête. Mais voilà, tout sur le plan hygiéno-diététique, déjà on a ces éléments-là. Ensuite, on le sait bien, il y a tout ce qui est exposition aux radiations ionisantes, ultraviolets et autres, les chimiques, les agents alkylants, les benzènes,
tout ça, ce sont des... Parfois, malheureusement, dans son métier, on y est exposé. Si on prend par exemple une coiffeuse qui fait des teintures et qui est extrêmement exposée aux alkylants, au benzène, on sait qu'il y a un lien fort avec le cancer de la vessie. Donc, il y a ces expositions-là. Il y a la génétique. On en parlait tout à l'heure. Malheureusement, il y a des gènes qui favorisent le cancer qu'on peut transmettre à ses enfants, qu'on peut avoir hérité de ses parents, avec en plus des phénomènes d'anticipation génique, c'est-à-dire que le cancer apparaît dans les générations suivantes plus tôt que dans les générations précédentes. C'est-à-dire que la grand-mère va faire son cancer à 60 ans, la mère va le faire à 50 ans, la fille à 40 ans, quid de la petite fille. Ok. Voilà. Ça, donc c'était une notion que j'avais. C'est une anticipation génique. Donc voilà. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on maîtrise pas. Mais là, au départ, si on voulait avoir une idée à peu près claire sur comment un cancer arrive, en fait, il y a deux problèmes majeurs. C'est-à-dire que premièrement, il y a une cellule endommagée qui ne peut pas être réparée et qui va passer les filtres. Alors, je te coupe. Oui. Parce que du coup, tu vas passer sur l'explication. Est-ce qu'on peut juste prendre l'exemple par exemple, du tabac, oui. du facteur de risque, du cancérigène le plus connu, je pense. Oui. Arrêtez de fumer, et si vous fumez pas, ne vous commencez pas, s'il vous plaît. Mais justement, sur cette explication sur la genèse du cancer, oui. Pris au départ par le tabac, dis-moi comment ça se passe, comment on peut arriver à un cancer, effectivement. Alors, simple, le tabac, on a un penchant inflammatoire. L'organisme humain n'est pas fait pour accepter la cigarette. c'est bête de le dire comme ça, mais réellement, en fait, un penchant inflammatoire et un penchant qui va être une adaptation à quelque chose d'agressif. Et c'est dans cette adaptation qui va se faire progressivement qu'à un moment donné, ça peut échapper et basculer vers la malignité, en fait. Donc, si on prend le tabac seul est un facteur de risque, en association avec d'autres facteurs de risque, et il potentialise l'arrivée de ces cancers. Si on prend par exemple le tabac sur l'arbre bronchique, au départ, le tabac va augmenter la sécrétion de mucus pour essayer justement d'éliminer toutes ces poussières qui sont dans les poumons, toutes ces saletés en fait qui proviennent de la fumée de tabac. C'est une adaptation. C'est une adaptation au départ tissulaire. Ce sont des cellules à gobelets en fait qui fabriquent ce mucus. Donc elles augmentent en nombre. Elles sont pas censées être si nombreuses et elles augmentent en nombre. Les fumées de tabac continuent d'agresser la paroi bronchique. La paroi bronchique, c'est un revêtement qui est pas censé être exposé de la même manière aux agressions physiques de l'extérieur. J'entends par là fumée, soleil, etc. Malgré tout, il va y avoir un mécanisme adaptatif qu'on appelle la métaplasie. Donc l'arbre bronchique va devenir, pour schématiser, comme de la peau. Okay. Donc la peau, il n'y a pas de fabrication de mucus pour éliminer les poussières. Donc les poussières vont rester et s'accumuler dans les bronches et dans les alvéoles, donner cette pathologie bronchitique. On n'arrive plus à évacuer en fait le surplus de déchets entre guillemets qui est amené par le tabagisme. Donc là, sur le plan clinique, on est dans le stade de BPCO. C'est ça, okay. Exactement. Donc bronchopneumopathie obstructive pour les gens qui ne connaissent pas. Exactement. C'est vraiment la difficulté respiratoire chronique et cette inflammation qui entraîne des toux, souvent matinales. Tout à fait. Associé à de l'emphysème, une destruction des parois alvéolaires. Donc on voit déjà que là, on est à mi-chemin entre un processus qui est purement inflammatoire et un mécanisme adaptatif. Ce mécanisme adaptatif, malgré tout, va aussi lui avoir son évolution propre. Cette métaplasie dont je parlais, donc ça devient de la peau. Pendant longtemps, la peau, elle peut être, entre guillemets, normale. Donc je parle en simplifiant au maximum. Hein. Et tu fais bien. Mais il s'avère qu'à un moment donné, on va avoir des lésions intraépithéliales. Donc ça veut dire c'est à l'intérieur du revêtement. Et on a des phénomènes dysplasiques. Donc là, on est sur les stades de pré-cancer. Okay. Et avant d'aboutir au cancer, il va y avoir une association d'événements, une accumulation d'événements qui seront pro-oncogènes, qui vont faire que ces cellules anormales vont pouvoir persister, se diviser, ne pas être éliminées par le système immunitaire, et infiltrer et grandir en fait. Parce que le principe d'une cellule tumorale, c'est qu'elle est extrêmement avide d'énergie. Et la raison pour laquelle un patient cancéreux a souvent une grosse fatigue, un amaigrissement, c'est lié au fait que ces cellules tumorales sont très avides d'énergie. Ça le fatigue énormément. Altération de l'état général. Exactement. Okay. Et en fait, à terme, cette cellule, ces quelques cellules qui étaient cantonnées à une petite surface finissent par se multiplier et envahir l'organe de départ.
qui ne peut plus jouer sa fonction. Et on se retrouve à voir la fameuse boule à la radio. La fameuse tache. Ok. Et alors, dans le cancer du poumon, donc là on parlait du tabac, on parle du tabagisme actif, je parlais là du carcinome épidermoïde, qui est essentiellement le cancer associé au tabagisme actif. Dans le cas du tabagisme passif, parce que les patients qui sont atteints de cancer sur du tabagisme passif font d'autres types de cancers, qui eux sont pas au niveau des bronches, pas en position centrale, mais qui ont tendance à être très périphériques. Okay. C'était triste parce qu'en fait on voyait finalement des histoires où le monsieur avait fumé toute sa vie dans la cuisine en prenant son repas, madame n'avait jamais fumé, mais par contre elle en a ingéré des choses, et en fait elle développe un cancer qui est un autre sous-type, qui a une autre carte phénotypique, qui donne d'autres traitements, qui nécessite d'autres traitements, pardon. Et en fait, par exemple, sur ce type de cancer-là, il y a des gestes de dépistage précoce qui existent. On peut doser l'ADN tumoral de ces cancers qui ont en fait une signature phénotypique assez précise. Donc si on avait une population qui était déjà cible, on est capable d'anticiper, avant que les premières images apparaissent, l'apparition d'un cancer. Parce qu'un cancer n'est visible que quand on a à peu près 1 mm3 de cellules qui se sont agglutinées au même endroit. Mais avant ça, on est à un stade infraclinique. Sauf que l'ADN, lui, il est déjà présent en grande quantité. Et ça permet de commencer à élaborer ou des gestes, ou une stratégie de prévention, ou alors une stratégie d'observation et de surveillance rapprochée, pour que dès qu'on voit l'image apparaître, on puisse agir dessus, et donc empêcher ce qui arrive souvent dans un cancer pris en charge trop tardivement, qu'il soit gros et qu'il soit métastatique. Ok, j'apprends trop de choses, très bien. Mais du coup, pour repartir sur ce débat, toi, ça t'arrive par exemple sur une lame histologique d'avoir un critère qui te dit ce cancer est lié à une certaine exposition qui dans l'anamnèse du patient n'était pas forcément décrite, et de dire ok, en fait est-ce que, je sais pas, schématiquement là on le savait, mais vous êtes coiffeuse, est-ce que vous avez eu cette exposition? Toi, ça t'arrive toi, a posteriori, de dire ok, vous êtes exposé à ça et il faudra arrêter parce que... Complètement. Il y a même des situations un peu rigolotes. Alors je dis ça parce que ce sont des cancers qui sont moins graves, mais par exemple on peut avoir un lymphome, donc qui est un cancer du ganglion, des lymphocytes, pour schématiser encore, au niveau par exemple d'une glande parotidienne, donc une glande salivaire, ou bien au niveau des yeux. Et souvent c'est associé à une bactérie qui est véhiculée par les oiseaux. Donc on demande si le patient est éleveur de pigeons. Et il s'avère que oui. Ok. Il suffit d'arrêter l'exposition. Il suffit d'arrêter l'exposition à sa passion. Et les choses rentrent dans l'ordre bien souvent. Donc c'est assez amusant parce que de temps en temps on peut avoir cette présomption de savoir d'où est-ce que ça vient, et que ça peut être associé à une exposition. Après voilà, quand on prend un patient jeune qui a par exemple un cancer de la vessie, c'est sûr et certain, on va forcément se poser la question, les alkylants, les chimiques, etc. C'est pas normal, surtout chez quelqu'un qui serait pas tabagique. Donc parce que le tabac est un facteur de risque du cancer de vessie, mais on en reparlera, je pense, plus tard. Ok. Non mais j'apprends. En fait, désolé, je bug un peu, mais j'apprends tellement de choses que c'est. Je sais que en racontant ma vie, moi sur la pathologie. Des pathologies des maladies cardiovasculaires, l'athérosclérose, quand j'ai vraiment mis l'accent sur ça, sur mon activité, j'ai clairement changé mon mode de vie. T'as parlé de l'activité sportive, qui pour moi est le meilleur traitement. Je me suis mis à faire du sport de manière intensive. Je ne fumais pas par chance. L'alimentation aussi, c'est, je pense, un facteur majeur. Le sommeil, tu l'as dit. Le stress, j'essaye de pas me stresser, de pas stresser mes collaboratrices pour pas qu'elles me stressent. Toi, 2 questions en une. Est-ce que ton métier a un impact comme le mien dans ton mode de vie? Et si oui, lequel? Et est-ce que tu peux dire globalement les bonnes pratiques pour justement faire en sorte qu'on soit en bonne santé? Alors oui, complètement. En plus, comme je te le disais un petit peu plus tôt, on a tout un tas de contraintes techniques auxquelles on est exposé, formol,
paraffine, xylène, etc., qui sont des chimiques. Ok. C'est bien maîtrisé, hein. On est dans un laboratoire, il y a des hôtes d'aspiration, etc. Mais à partir du moment où j'ai senti parfois que j'étais exposé à ces chimiques, j'ai surtout été extrêmement vigilant sur tous les à côté. Donc tu as dit pas de tabac. J'essaye de dormir, mais je suis comme tout le monde, je suis tracassé la nuit. Le stress, je fais ce que je peux, mais j'y bosse. L'alimentation. L'alimentation, et en l'occurrence, alors moi j'ai à la fois la chance et la malchance. La malchance d'être marié à une femme qui a une maladie cœliaque. Donc on a tout un tas de contraintes alimentaires, mais donc de ce fait on a une alimentation qui est sans gluten et qui est aussi anti-inflammatoire. Si tu peux dire 2 mots ce que c'est la maladie. Alors la maladie cœliaque, c'est une maladie qui en fait est associée à un profil génétique. Il existe une mutation, HLA-DQ2, DQ8, qui entraîne en fait une intolérance de l'intestin grêle à l'absorption de tout ce qui est dérivé du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine. Et en fait, ça crée des lésions parce que l'intestin est incapable de l'absorber et ça crée de l'inflammation, ça crée des lésions, ça décape l'intestin. Et à terme, quand le régime sans gluten n'est pas bien mené, en fait, l'intestin n'est plus capable de rien absorber. Ok. Avec un risque évolutif vers un lymphome de l'intestin grêle, qui reste rare, mais qui est malheureusement très très difficile à soigner. Alors que finalement, avoir un régime sans gluten strict permet d'éviter cela, et c'est le traitement. Il y a des choses, des stratégies qui sont mises en place aujourd'hui, même thérapeutiques, pour rendre les patients cœliaques moins sensibles aux effets néfastes des dérivés de la gliadine, hein, en fait, qui est en fait le produit de dégradation du blé, du seigle, de l'orge, après digestion salivaire, etc., avant l'absorption intestinale. Mais voilà, donc même sur moi, mon alimentation, elle est aussi assez restrictive, anti-inflammatoire, sans gluten, ce qui me permet aussi de... Alors trop bien, désolé, le but c'était pas de parler de nutrition, mais ça m'intéresse, je suis très passionné. Alors, quels sont les petits conseils que tu pourrais donner pour une alimentation, pas forcément sans gluten, mais non inflammatoire, justement pour ceux que ça intéresse? Moi, ça m'intéresse en tout cas. la moins transformée possible. Ok. Donc, prendre des aliments qui sont simples, les préparer soi-même, avec le strict minimum. Il y a des conseils de cuisson, il y a des conseils il y a tout un tas de conseils. Et puis après, il y a des aliments qui ont ces pouvoirs anti-inflammatoires, le curcuma, le gingembre, l'ail, etc. Avec parfois aussi une difficulté à digérer certaines choses, mais qui sont bonnes pour l'organisme en soi. Et qui permettent finalement d'avoir une alimentation la plus saine et la moins douloureuse pour l'appareil digestif. Après, on sait bien que, et ça va permettre de faire un peu le lien, consommation de viande rouge trop importante est un facteur de risque de cancer colorectal. En plus, on sait très bien que la digestion de ces viandes rouges est difficile, ça consomme beaucoup plus d'énergie parfois que ça n'en apporte. Et c'est vrai que les dogmes dans lesquels on est, c'est on mange de la viande pour avoir des protéines, pour avoir des muscles et pour être... nos protéines, en fait, elles sont dégradées quand nos protéines, nos sources de protéines nous servent à fabriquer de l'ADN. Quand l'ADN est dégradé, ces protéines sont réabsorbées. Donc finalement, on n'en perd pas tant que ça. D'accord. Elles retournent dans la circulation. Le corps est un très bon recycle. Il recycle lui-même et il a ce dont il a besoin. Ce qui fait que finalement, il y a une alimentation simple, pas transformée, en mangeant de manière assez raisonnée, viande, poisson, qui parfois peuvent aussi avoir des hormones, des métaux lourds et autres, ça permet quand même de limiter les choses. En rajoutant quelques éléments alimentaires anti-inflammatoires, ça permet de bien vivre. Trop bien. Ok, et donc du coup, tu as répondu à la première partie de la question. La deuxième, c'était des grands conseils que les gens sont en bonne santé. L'activité physique, la durée potentiellement, donc on n'a pas une nutrition, on va pas forcément la rapporter, mais s'il y a d'autres choses, notamment que tu peux lier à ton métier de pathologiste, que tu conseilles. Alors moi, dans mon métier, c'est surtout, et ça n'a pas été évident, mais étant énormément exposé à des histoires de vie tristes, parfois des cancers qui arrivent tôt dans la vie. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai vu un cancer du sein bilatéral chez une fille de 11 ans qui avait une mutation BRCA, c'est-à-dire elle n'avait pas fini sa puberté, elle avait déjà un cancer. Un cancer du sein. Cancer du sein héréditaire. En fait, c'est de
profiter de la vie, mais profiter de la vie en vivant bien, en vivant heureux. Et déjà en essayant de me rendre compte que les choses sont pas si graves que ça, que tout va bien, que tout ira bien, que les choses vont bien se passer, qu'on a de la chance. Ça commence par là. Et ensuite, je trouve que les choses s'articulent relativement bien. Mais c'est méga important. Ce que tu dis, je le mets en avant aussi de manière intensive, mais ça peut paraître bateau, mais juste dire qu'on a de la chance d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, et à manger dans nos assiettes. Ouais. C'est marrant parce que, sans rire, je l'ai dit il y a 2 jours à ma femme qui me prenait la tête parce que, je sais pas, notre fils criait, enfin bref. Et je lui ai juste dit, stop, on a de la chance. Mais ça permet aussi de prendre du recul, et si jamais on pousse aussi, c'est justement de diminuer le stress, de se rendre compte que, voilà, on est très bien fait, qu'on a de la chance, et que faut pas trop se prendre la tête pour n'importe quoi, et ouais, merci d'avoir dit. Ok, donc pas se prendre la tête, d'autres choses. Et puis tout ce dont on a parlé, et puis essayer de... En fait, je pense que la contrariété qu'on peut avoir par rapport au mode de vie qu'on a, on est dans nos voitures, on a nos téléphones, essayer aussi de rationaliser ça pour être cohérent par rapport à nos besoins, nos envies, et puis après articuler tout ça dans nos vies, c'est-à-dire nos boulots, il faut qu'ils nous plaisent, il faut qu'on ait de l'enthousiasme à les assumer, d'autant plus nous en médecine, c'est hyper important pour nos patients, et puis c'est important pour nous également. Mais puis voilà, sur le reste s'articule finalement le fait de faire du sport, de bien manger, de bien dormir, d'avoir des pensées positives. Je pense que on néglige trop souvent la part du mental dans le fait d'être en bonne santé. Et j'invente rien, mais d'autres civilisations bien plus anciennes que nous et qui ont développé des théories sur que je pense à la médecine traditionnelle chinoise, je pense à tout un tas de choses. L'état d'esprit est quand même le point de départ. Et souvent dans les pathologies cancéreuses, même si on parle d'une cellule qui a été exposée à tout un tas d'événements, des facteurs extrinsèques, des facteurs intrinsèques, problématiques de réparation de l'ADN, et puis on ajoute tout ce qui est anormal dans la machinerie moléculaire. Néanmoins, souvent les gens ont un stress avant que les choses arrivent. En tout cas, il y a quelque chose qui accélère. Un stress émotionnel fort, qui peut être quelque chose d'extrêmement positif comme quelque chose de très négatif. Un enfant qui quitte la maison parce qu'il va faire ses études, ça peut stresser une maman, et elle peut très bien avoir un cancer qui apparaît dans les 3-6 mois. Donc en fait, il y a tout un état d'éléments, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui impactent énormément notre santé. Je parle de génétique, on parle pas assez d'épigénétique, même si aujourd'hui ça redevient un terme à la mode, et surtout une autre conception. L'épigénétique, c'est vraiment l'interaction que nous avons avec notre environnement et quel est l'impact sur notre génétique. Parce qu'en fait, finalement, l'épigénétique, c'est juste la manière dont l'ADN est lu et regardé en fait par tout notre système de machinerie moléculaire. Elle est impactée par l'exposition au soleil, par notre humeur, par nos interactions avec nos amis, nos familles. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir exactement sur quoi il faut agir? Je pense que, encore une fois, c'est essayer d'être le plus cool possible. Clairement. En tout cas, j'adhère et j'adore ta conception un peu philosophique de la vie. Moi, si je raconte un peu ma vie, moi, ma conception des choses, c'est que j'ai la chance d'avoir une formation que je pense avoir été très bonne. Sauf que si je peux lui reprocher une chose, c'est d'avoir eu la tête dans le guidon et de pas forcément m'être intéressé à d'autres choses, d'avoir la curiosité de... Après, c'était ma faute aussi, hein, mais les heures ont fait que j'étais pas curieux sur notamment la médecine orientale, la médecine traditionnelle chinoise ou autre. Et il y a un truc que je peux reprocher dans la médecine, en tout cas occidentale, c'est que quand on ne connaît pas, on dit que ça ne marche pas, ou voilà, alors que pas du tout. Je suis archi d'accord sur le fait que il y a des gens avant nous, pendant des centaines, des milliers d'années, qui ont théorisé certaines notions qui sont clairement bénéfiques pour la santé. Et notamment cette partie philosophique et l'importance de l'état d'esprit du mental. Et ça, c'est quelque chose que je mets en avant aussi de manière très certaine chez mes patients. Le fait pour être en bonne santé, c'est de vouloir être en bonne santé, de se faire tous les éléments en possession à notre disposition pour être en bonne santé.
Très bien. Sur ton métier, sur la prévention, sur le dépistage, tu voulais dire autre chose avant qu'on attaque? On peut juste faire un petit rappel de tous les gestes de dépistage qui existent. Ouais, exact. Ouais. Donc, je parlais des femmes. Donc, le dépistage du cancer du col de l'utérus, test HPV et frottis. Les deux. Justement. HPV, parce que du coup, je voulais te reprendre en début de conversation, mais HPV, est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est? L'HPV, donc le Human Papillomavirus, qui est en fait le virus oncogène au niveau du col de l'utérus, mais pas que. En fait, il existe quelques agents microbiologiques, des microbes, pour faire simple, qui peuvent donner des cancers. L'HPV en fait partie. Il y a d'autres virus. On a le BV qui peut donner des lymphomes. Il y a des bactéries. L'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac qui est un facteur de risque de cancer gastrique. Alors, la subtilité avec l'HPV, c'est que l'HPV, son réservoir, c'est les zones du corps humain où on passe d'un tissu à un autre. Et il y en a quelques-unes au niveau de notre corps. Donc, on a cette transition au niveau de l'épithélium jonctionnel au niveau du col de l'utérus. On l'a au niveau de la gorge, à la jonction entre l'oropharynx et la bouche. Okay. Enfin, l'oropharynx et le rhino-nasopharynx. On l'a entre l'ésophage et l'estomac, et on l'a au niveau entre le rectum et l'anus. Donc en fait, l'HPV potentiellement peut aller dans toutes ces zones-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ce genre de lésion HPV induite qu'on voyait initialement surtout dans le col utérin apparaître aussi sur ces autres sites. D'autres mœurs sexuelles, les pratiques, etc. qui changent, mais qui nécessitent aussi d'être vigilant, parce qu'en fait parfois on regarde un seul endroit alors que finalement il y a d'autres sites potentiellement qui peuvent cancériser. Et ça on s'en est rendu compte justement avec ces données open source, on s'est rendu compte que les lésions étaient les mêmes. Exactement. Okay. On voit, et puis clairement après on fait le lien entre le mode de vie, les pratiques, etc. Les choix, les orientations. Donc dépistage du col cancer du col de l'utérus. Les femmes, les jeunes femmes. Alors il y a des âges qui sont définis à partir de 25 ans pour le frottis. Le test HPV on peut le faire aussi avant, jusque 60-65 ans. J'ai pas tous les chiffres en tête. Le cancer du sein, autopalpation chez la femme, plus ou moins mammographie, échographie et biopsie, au moindre souci. Okay, juste, je sais pas si tu le sais, mais chez les patientes qui ont un antécédent dans la famille, mère, grand-mère, oui. Cancer du sein, est-ce que le dépistage change? Et plus précoce. Alors, je te pose la question parce que ma belle-mère a eu un cancer du sein et donc du coup ma femme. Dès lors qu'on a un contexte familial, faut pas attendre. Je suis clairement d'accord avec ça. D'autant plus qu'on n'analysait pas forcément le profil moléculaire des cancers du sein, par exemple, il y a 10, 15, 20 ans. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a des associations familiales, mais c'était des choses qui n'étaient pas faites. L'avènement des techniques moléculaires, c'est quand même assez récent. Donc il y a des choses qui sont devenues la règle aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a 10 ans. Ok. Archi d'accord. Je peux que prôner la prévention et le dépistage, non pas parce que ma femme est concernée, mais voilà, quand il est trop tard, il est trop tard. Et donc, du coup, je sais que personnellement, je m'en voudrais si jamais je passe à côté d'une pathologie, si jamais il y avait un facteur de risque qui était associé. Donc oui, je suis d'accord. Donc du coup, cancer du sein. Le cancer de la prostate chez l'homme, bien sûr. À partir de 50 ou 52 ans. Donc dosage du PSA, test biologique, puis toucher rectal. Okay. Au moindre souci, biopsie guidée, éco-guidée. Et puis on observe, on voit si... Juste, il y a certains patients qui m'ont posé la question, est-ce que tu peux dire ce qu'on recherche au toucher rectal? Tout à fait. Parce que les gens me disent de manière très abrupte, mais moi j'ai pas envie de me prendre un doigt dans le cul, juste qu'est-ce qu'on recherche et pourquoi on peut pas juste le PSA? Ouais. En fait, le PSA peut être augmenté dans des tas de situations différentes. Des situations malignes, de cancer malin, mais c'est également dans des situations inflammatoires. Alors que la prostate va pas être de même aspect en fonction de si on est dans un contexte inflammatoire ou un contexte malin ou bénin. Donc en gros, la prostate c'est censé être petit, ça doit faire la taille d'une petite châtaigne, c'est pas censé être plus gros que ça. Dès lors que ça commence à grossir de manière homogène, en fait, la consistance, la texture en fait de la prostate au toucher rectal va permettre de savoir si on est plutôt sur un phénomène type hyperplasie bénigne de la prostate. Donc c'est une augmentation de taille de la prostate qui est homogène, mais qui n'est pas du tout associée à un cancer. Ou alors au contraire, une prostate qui est asymétrique avec un nodule qu'on va palper qui est bien délimité, dur à la palpation, ça le PSA permet pas de le voir. Okay. Alors que dans les deux situations, le PSA peut augmenter de la même manière.
Donc vraiment le toucher rectal est essentiel à ce moment-là. Donc c'est vraiment deux notions complémentaires. Complètement. Okay. Et donc du coup, si jamais il y a une augmentation du PSA ou un nodule bien délimité au niveau du toucher rectal, c'est là où toute la cascade de biopsie Exactement. Arrive avec après ton rôle de pathologiste. Exactement. Okay. De préciser oui ou non la présence d'un cancer, de typer ce cancer, de donner son grading, parce que le cancer de la prostate a un grading propre, également dans le cancer du sein, qui va permettre en fait de définir ce qu'on appelle des facteurs histopronostiques, qui permettent de classer le patient dans une prise en charge thérapeutique, en fonction d'un pronostic. Gleason, non, c'est le Gleason, exactement. Bravo. Encore une fois, c'est... Et le Scarf Bloom Richardson dans le sein. Tout à fait. Ça, je le connaissais pas. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres dépistages que tu vois Je réfléchis. Alors, il y a c'est vraiment des problèmes de santé publique. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il y a des dépistages, parce que c'est des cancers qui sont malheureusement fréquents. L'hémoculte, pour le dépistage du cancer colorectal. Ouais, bien sûr. Et puis, moindre saignement, un examen par un gastro-entérologue, endoscopie digestive. On cherche des lésions adénomateuses, peut-être déjà un cancer, sachant que le tabac est aussi un facteur de risque de faire ces adénomes. Au niveau de la vessie, sur les cytologies urinaires, il existe en plus même des tests, on va en parler après, de l'intelligence artificielle, mais qui permettent justement et qui sont recommandés par l'Association française d'urologie pour le dépistage des cancers de la vessie. Un ECBU, du coup. Alors, c'est pas un ECBU, c'est une cytologie des urines. Okay, classiquement, qui se faisait... Alors, il y a plusieurs process, mais le patient va simplement faire pipi pendant 3 jours, et on va analyser les urines des 3 jours. Et on recherche des cellules anormales, qui feront, dans un deuxième temps, faire une cystoscopie, plus ou moins, des gestes thérapeutiques, ou alors une BCG-thérapie, ou bien, s'il y a plus, en fonction d'une maladie à un stade donné. Très bien. Et juste pour que les gens sachent, l'hémoculte, donc du coup c'est la recherche de traces de sang tout à fait. Invisibles à l'œil, qui peuvent faire justement dépister et diagnostiquer des potentiellement lésions cancéreuses. Oui. Quand on fait une coloscopie. Tout à fait. On voit à l'œil nu exactement les lésions, les petits adénomes et les polypes. Peut-être le mélanome, je sais pas si on peut vraiment parler de dépistage, mais quand on donne des règles de méfiance vis-à-vis d'un grain de beauté qui pourrait avoir des critères suspects d'être un mélanome, qui peuvent être déjà observés par les gens, la taille, une lésion qui fait plus de 6 mm, irrégulière, qui a plusieurs couleurs, qui est apparu rapidement. En général, un mélanome, c'est pas un grain de beauté qui était là depuis toujours, c'est souvent une nouvelle lésion qui apparaît dans un territoire où il n'y avait rien et qui rapidement évolue, les critères évolutifs. Pour moi, c'est l'essentiel des gestes de dépistage qu'on fait. Je pense qu'on a sur le mélanome, ouais. J'avais la notion du vilain petit canard, c'est-à-dire qu'il ressemblait pas du tout ouais. Parce que ceux qui ont l'habitude d'avoir des grains de beauté et tout, ils savent à peu près à quoi ils ressemblent. Et là, il y a quelque chose qui ressemble pas et tout. Oui. Et donc, du coup, effectivement, au lieu d'attendre, même si parfois les rendez-vous peuvent être longs, mais n'hésitez pas à aller voir un médecin. Les jambes chez les femmes, le dos chez l'homme. Donc, messieurs, montrez vos dos à vos... Exactement, compagne. Compagne. Trop bien. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que on a fait un bon début de discussion. Vous avez vu qu'on avait parlé de la même chose, que ce soit pour le cœur, comme moi j'ai l'habitude de parler, ou le cancer, comme Céline a parlé, c'est-à-dire que il y a des facteurs de risque qu'il faut éviter, il y a des comportements qu'il faut mettre en avant, et tout ça permet de prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives. Et vous voyez que globalement, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas 36 000 choses à faire, il y a des choses simples qui peuvent sauver des vies et qui peuvent gagner des années de vie en bonne santé, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, honnêtement, vous prenez toute cette conversation et vous essayez de l'impliquer sur votre vie, et on est très bien. Il y avait une troisième notion que je voulais parler, c'était l'avenir de nos métiers avec l'innovation et l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je suis cardiologue. J'ai une hantise, c'est que je disparaisse. Je pense pas que ça sera le cas, mais en tout cas, je pense foncièrement que mon métier va évoluer, on va dire, dans 5 ans. Toi, t'es pathologiste. Globalement, moi, ce que j'entends, c'est... je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais les dermatos, les radiologues, les pathologistes, ils vont se faire écraser par l'intelligence artificielle parce que... globalement, ils seront jamais meilleurs que l'intelligence artificielle à lire des lésions ou à lire des radios. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que vous allez être meilleur. Toi, plusieurs questions en une, encore une fois, c'est quelle est ta vision, comment tu te sers de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et comment tu vois l'évolution de ton métier dans les années à venir.
Eh ben, c'est une grande question, en effet, puis sur l'IA, aujourd'hui, on entend tout. Alors moi, Et n'importe quoi. Et n'importe quoi. Mais je voulais pas le dire. Donc on entend tout. Alors moi, dans ma pratique, on l'utilise déjà en routine. Souvent, on entend que l'IA va remplacer le médecin. Je pense pas. Je pense que en fait, le médecin va utiliser l'IA pour peut-être amener aussi une valeur ajoutée humaine à sa pratique. Là où l'IA prendra peut-être le relais sur le plan technique. Le fait d'être reproductible sans cesse. Néanmoins, l'IA, quand elle voit une lésion et elle statue en disant c'est ça. Sauf que nous, en tant qu'humains, on va dire mais mon patient, il a tel âge, il a d'autres problématiques. C'est pas ça qui va lui pourrir sa vie. L'IA a envie de lui mettre je vais humainement penser à mon patient qui n'aura aucun problème avec cette problématique que j'ai vue sur sa prostate, par exemple. Je vais me concentrer plutôt sur sa fin de vie, pour qu'elle soit la meilleure possible, plutôt qu'il se retrouve avec des biopsies systématiques, un traitement, et machin, qui peuvent avoir un lourd impact sur sa qualité de vie. L'IA, elle ne va pas faire le distinguo entre les deux. Elle n'est pas capable de discerner où est-ce qu'il faut accélérer, ou au contraire, où est-ce qu'il faut lever peut-être le pied. Donc ça, c'est moi mon avis. Donc je vois pas du tout l'IA comme une menace, au contraire, je le vois comme un outil, je le vois comme un atout pour moi, un atout pour le patient. Diagnostiquer quelque chose à un stade précoce, c'est faire gagner du temps au patient, c'est faire gagner du temps de vie au patient, c'est faire gagner du temps à la société, parce que quelqu'un qui a un diagnostic très précoce, qui va être absent de ses fonctions, de son emploi, de sa famille, 3 semaines, 1 mois, c'est quoi dans une vie s'il vit jusque 80 ans? Quelqu'un qui finit les 2 dernières de sa vie avant 60 ans sans pouvoir travailler, avec le stress, la douleur émotionnelle, physique, qui va impacter aussi ses proches, et puis quelqu'un qui devient une charge pour la société, l'IA est quand même une superbe... à ce niveau-là, c'est un super outil. Deuxièmement, l'IA en fait nous permet une grande économie de temps et de techniques qui sont coûteuses. Je m'explique. En fait, nous, donc ce que j'expliquais, on regarde une image. Mon métier, c'est regarder des images que je dois élucider. C'est quelque chose qui est figé à un instant donné, le moment de la biopsie, fixé dans le formol, donc figé dans un temps, mais c'est un processus dynamique. S'il est inflammatoire, qu'est-ce qui est en train de se passer autour pour le patient? Si c'est un cancer, comment ça va évoluer? Pourtant, moi, je vois quelque chose de statique. Ce qui est statique donne déjà énormément d'informations. Sauf que moi, pour avoir accès à toutes ces informations, je vais devoir faire des techniques d'immunohistochimie, donc techniques complémentaires de ma pratique, faire des techniques moléculaires, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et puis la ressource matérielle que le patient, qu'on a prélevé chez le patient, elle n'est pas infinie. À chaque fois, il faut reprendre un peu du prélèvement qu'on avait. Or, on est dans une époque où les prélèvements sont de plus en plus petits et de plus en plus ciblés. Donc c'est-à-dire avec très peu de matériel tissulaire, il faut faire énormément de choses. Grâce à toutes les données qui sont générées et aux liens qu'on peut faire entre les données sur une morphologie, un phénotype, un profil moléculaire, l'IA est capable d'articuler tout ça. Elle le voit. Nous, on le voit pas. Nous, on voit une image, j'ai besoin de voir l'immunisme. En fait, à partir de l'image, l'IA peut associer tous les autres éléments de la cascade. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un diagnostic coûteux de peut-être 1500, 2000 euros qui va prendre 1 mois à être fait, au moment où l'IA va observer l'image scannée dans un scanner de l'âme, elle va pouvoir tout de suite proposer tout un tas d'éléments qui vont guider la thérapeutique, qui vont éviter d'épuiser le prélèvement, qui pourra peut-être être utilisé pour une deuxième thérapeutique si besoin, ou faire de la recherche. Donc c'est des choses, on s'en rend pas compte, mais on gagne du temps, on gagne de l'argent, et en plus, on apprend beaucoup. Parce que l'IA aussi nous apprend des choses qu'on ne voyait pas et qu'elle observe. De la même manière que nous, on lui apprend à réagir devant une lésion, on va lui dire ça c'est un cancer, ça c'est pas un cancer. De la même manière, elle va nous montrer des choses qu'on ne voyait pas et qui sont aussi une façon d'apprendre. Donc vraiment, moi, dans ma routine, sachant que je l'utilise dans le cancer de la prostate, cancer du sein, sur les analyses des biopsies gastriques, le profil phénotypique des cancers colorectaux sur la signature microsatellitaire, alors je sais c'est des noms barbares, mais c'est pour vous, je l'utilise au quotidien et je le vois comme un atout dans ma pratique. Parfois on entend le message que oui mais l'IA c'est pour faire gagner du temps aux gens, et comme ça moi pendant ce temps je vais faire du skate ou de la planche à voile. C'est faux. En fait, une analyse faite par l'IA prend beaucoup plus de temps ensuite, parce qu'on a besoin d'avoir aussi la conviction que l'IA nous donne une information juste. Ça prend beaucoup plus de temps.
c'est des choses qu'on regarde avec encore plus d'attention. Finalement, c'est sur ces petites lésions infracliniques qu'elle est très forte, où nous on est moins bon, qui vont nous prendre beaucoup plus de temps, qui font gagner du temps aux patients. Voilà comment je perçois son utilité. Donc du coup, tu vas pas disparaître. Non. Pas moi, peut-être les autres. En tout cas, moi, dans ma pratique, mais c'est déjà vrai pour la technologie, pour l'intelligence artificielle, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, mes collaboratrices, c'est que si jamais moi, elle me fait gagner quand même pas mal de temps, et justement, c'est le temps que je peux par la suite donner aux patients pour lui expliquer différents concepts de sa maladie ou différents concepts de son traitement. Donc du coup, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il faut savoir travailler avec. Je pense pas qu'il faut dire non, c'est de la merde, on l'utilise pas parce que du coup, c'est l'échec de la société, enfin autre conception bizarre. Mais il faut apprendre à travailler avec. Moi, je pense que je suis un meilleur médecin maintenant avec tous ces outils plutôt qu'avant où j'avais juste... Enfin, j'imaginais... Enfin, on avait une discussion avec un de mes potes où, je sais pas, il y a plus tard que 20 ans, ils avaient que le Vidal pour les médicaments et tous les dossiers papier, et c'était comment prendre en charge bien un patient. Enfin, ils le faisaient, mais juste ils n'avaient pas toutes les données justement que d'autres logiciels comme Doctolib peut avoir, comme d'autres logiciels qu'on a. Donc honnêtement, il faut savoir travailler avec. Je pense qu'on a de la chance de vivre dans cette époque. Ça va faire que évoluer. Et voilà, c'est cool, c'est trop bien. Tu sais, selon les sociétés grecques qui sont un peu fantasmées, Aristote estimait qu'il fallait déléguer toutes les tâches rébarbatives pour que l'homme puisse utiliser la philosophie, son esprit. Donc clairement, ces tâches qui sont rébarbatives et qui sont pourtant essentielles, si on peut les déléguer sur le plan technique pour amener cette valeur humaine ajoutée, toi à tes patients, moi à mes réflexions sur comment améliorer un process, ou bien être un peu plus vigilant sur certaines lésions, passer plus de temps auprès de mes confrères en extemporané, c'est parce que tout ça, on se rend pas compte, mais finalement c'est vraiment ça le rôle de l'IA, pas simplement de faire les choses à notre place. Et c'est vrai pour la médecine et c'est vrai dans toutes les industries. Complètement. En tout cas, moi je voulais dire, j'ai passé un excellent moment, j'ai appris beaucoup. Honnêtement, j'ai encore énormément de questions, mais je pense que c'est un peu trop technique pour les patients. Tu as parlé de cancer ou de facteurs de risque de cancer chez les personnes plutôt âgées. Chez les jeunes, qu'est-ce que tu vois la plupart du temps ? Il y a déjà une véritable remarque là sur ce que tu viens de dire, c'est que l'incidence du cancer, chaque décennie, est plus précoce. Donc l'âge du premier cancer avance un petit peu. Parce qu'on est dans une société, un monde où on est très exposé à tout un tas de choses. On en riait tout à l'heure, on peut rien faire sans se demander ce qui va nous arriver. Mais c'est vrai, en réalité, il y a quelque chose qui se passe. Chez les jeunes, malgré tout, sont toujours les mêmes lésions, les mêmes cancers qu'on voit. Chez l'homme, le séminome quand il est jeune, le lymphome de Hodgkin, chez l'homme, la femme, sont des maladies qu'on voit à des stades, chez des gens, plus jeunes. Le séminome, si tu peux. Le séminome, c'est un cancer testiculaire, alors, qui est de très bon pronostic, qui a, pour le coup, lui, il a un traitement c'est une recommandation depuis longtemps, on les traite de cette manière-là uniquement, et ça marche très très bien. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Même métastatique. C'est spectaculaire. En fait, c'est vraiment le souvenir que j'ai des études de médecine. En fait, quand on a fait le diagnostic, on considère que la personne est guérie parce qu'on sait que le traitement marche très bien. Donc les lymphomes, les leucémies chez les enfants. Chez les enfants, les cancers pédiatriques sont toujours les mêmes, avec des cancers parfois qui sont très difficiles à classer. On va voir des néphroblastomes, des neuroblastomes, qui sont des tumeurs en fait qui sont issues des cellules embryonnaires et qui, selon l'organe dans lequel ils se développent, vont donner le type. Il y a souvent un profil mutationnel particulier avec des traitements cibles. Malgré tout, on voit beaucoup plus de cancer du sein chez les femmes jeunes, entre 30 et 35 ans. Alors bien sûr, il y a l'histoire du BRCA, mais nous, on en voit pas mal. Des cancers de l'estomac, des linites gastriques sont des lésions qui sont très difficiles à observer sur le plan endoscopique. Les gastro-entérologues savent les voir, ils les recherchent activement. Nous, on est extrêmement vigilants sur nos biopsies gastriques parce que c'est vraiment parfois quelques petites cellules isolées qui font poser un diagnostic de cancer. Donc voilà, il y a quand même toutes ces choses-là. On en parlait tout à l'heure, mais le continent africain va être prochainement très exposé au cancer de la prostate chez l'homme jeune. On a toujours à l'idée que c'est un continent de la maladie transmissible. Ça va devenir un continent du cancer. Il y a chez les patients de race noire une
plus grande probabilité de faire un cancer de la prostate. Donc en plus, chez des populations qui sont plus jeunes. Il y a une chose aussi qu'on ne dit pas assez, mais nous on parlait j'en parlais un peu du coût économique pour la société, mais par exemple le cancer du col de l'utérus, en Afrique, c'est une véritable question de stabilité politique. C'est-à-dire que les mamans qui font un cancer du col de l'utérus jeunes et qui en décèdent laissent des orphelins. Les orphelins ne sont pas pris en charge, ils vont pas à l'école, hein, ils vont pas faire des belles études, etc. On leur met des fois des armes dans les mains. La maman présente permet d'assurer que l'enfant grandira et peut-être sera encadré. Ça évite certaines dérives. Donc il y a des tas de choses qui sont mises en place, des missions humanitaires où ils allaient faire des conisations à tour de bras aux femmes, des conisations préventives pour éviter qu'elles fassent un cancer du col de l'utérus jeune et qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte, même pour des sujets jeunes, parfois des gestes qui peuvent être un peu durs, un peu extrêmes. On parle de toutes ces mamans. Globalement, après, malheureusement, il existe toujours, et on a toujours vu des cancers qui arrivaient chez des gens jeunes, des cancers qui arrivent plutôt chez des gens plus âgés, souvent agressifs d'emblée. Moi, pour ma part, j'ai perdu ma mère très tôt d'un cancer du sang, qui a été diagnostiqué à un stade métastatique. Ce que préconisaient les recommandations pour le dépistage, chez quelqu'un qui n'avait aucun facteur de risque. Pourtant, et il n'y avait pas de mutation, il n'y avait pas de... Donc tout n'est pas bien maîtrisé, mais une chose est claire, c'est que l'incidence du cancer chaque décennie est plus précoce. Ok. Donc il est évident que nos organismes de prévention publique s'adaptent et prennent en compte cette donnée. Tout à fait. Ma prochaine question, c'est sur l'adaptation justement des campagnes de prévention et de dépistage. Est-ce que toi, si tu avais le pouvoir de mettre en place ces campagnes, est-ce que tu penses que tu aurais d'autres choses à mettre en place? Est-ce que tu penses que les campagnes peuvent être mises plus tôt, ou quel est ton avis sur ça? Je pense surtout à les rendre qu'elles arrivent plus tôt dans la vie. Parce qu'en fait, un geste de prévention, de dépistage, c'est pas très coûteux pour la société. Et même quand il est multiplié fois je ne sais combien, c'est pas très coûteux. Par contre, comparé justement au coût économique, si jamais... Quand on est exactement, coût économique, coût humain, et c'est un coût humain qui impacte tellement de gens. Quand quelqu'un tombe malade dans une famille, dans un service sur son travail, il y a tellement de chamboulements, tellement de choses qui sont impactées que je pense que clairement c'est pas une mammographie plutôt ou un test HPV plutôt qui va faire la différence. Au contraire, autant les rendre les plus précoces possibles. D'autant plus qu'on sait que ça existe. Trop bien. Ouais, c'est parce que du coup, tes paroles me font dire que il y a parfois des patients, je prends l'exemple du tabac, mais voilà, qui me disent de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Ouais. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que en fait avant la mort, il y a énormément de choses qui se passent, ouais. Avec une souffrance personnelle, une souffrance familiale. Tout à fait. Des coûts, comme tu l'as dit, économiques. Et si on prend l'exemple du tabac et de l'organe du poumon, il y a effectivement cette pathologie qu'on a parlé, c'est la PPCO, qui peuvent clairement rendre un patient handicapé parce que il ne peut plus faire canapé, salle de bain sans être essoufflé. Ils ont besoin d'oxygène à domicile. Et en fait, c'est tout ce lourd fardeau qui est entraîné juste par une consommation tabagique chronique. Donc voilà, il n'y a pas que la mort, il y a tout ce qui vient. Il y a tout ce qui est avant. Exactement. Et c'est très important de le dire. Et pas oublier la dignité humaine, exactement, qui est le plus important. En fait, moi, je le savais avant, durant mes études de médecine, mais en m'y intéressant de manière très significative. Et je l'ai dit avant, globalement, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas, en fait, un comportement bénéfique pour la longévité ou la bonne santé qui va être délétère pour une pathologie chronique. Globalement, quand on prend le cancer, les maladies cardiovasculaires, maladies dégénératives, maladies métaboliques, qui concernent globalement 80% des maladies non transmissibles, les bons comportements et les comportements à éviter, c'est toujours les mêmes. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je le fais dans la prévention cardiovasculaire et j'essaie d'inviter les gens à se concentrer sur la maladie cardiovasculaire, parce que comme le cancer, effectivement, il y a toujours des cancers fulgurants, mais globalement, dans la maladie cardiovasculaire, il y a toujours ce côté mort subite ou infarctus, j'arrive et mon père, ma mère est mort, donc du coup, il y a quand même un côté psychologique très important. Et c'est pour ça que si jamais on fait toutes ces choses
le plus tôt possible, on n'est pas immortel, bien sûr, mais on diminue la probabilité de manière très significative. Et c'est ça le plus important. C'est que de plus en plus, mon expérience, c'est vraiment la médecine préventive, c'est vraiment une histoire de probabilité. Le risque zéro n'existe pas. Tout le monde peut arriver quelque chose. Désolé, tu l'as dit pour ta maman qui n'avait aucun facteur de risque. On a toujours connu quelqu'un qui était en excellente santé et qui a fait un infarctus. Oui, c'est la faute à pas de chance, parce qu'en 2025, on connaît pas tout, il y a parfois des facteurs qu'on va découvrir après, notamment avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas, ou tout à fait. Notamment des découvertes, voilà. Et donc, du coup, ces facteurs, on les connaît pas en 2025, mais en tout cas, l'action la plus importante et la plus efficace qu'on peut avoir, c'est vraiment ces comportements le plus tôt possible. Tout à fait. Et il y a une partie de maladies dont on n'a pas parlé, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes et qui altèrent la vie des gens jeunes. C'est les maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, qui sont clairement liées. Et c'est un autre penchant encore des maladies auxquelles on peut être exposé, mais qui peuvent avoir aussi un énorme impact sur notre vie. Et clairement, au-delà d'avoir une prédisposition immune, inflammatoire, parfois des réactions croisées avec des infections virales, il y a plein de choses et on maîtrise pas tout. Mais une bonne hygiène de vie permet déjà de limiter pas mal d'écueils. Tu l'as dit en plus, l'épigénétique. Exactement, exactement, tout à fait. Un penchant très important dans la prise en charge préventive. Moi, je le vois, j'essaie vraiment tous les jours de mettre mon environnement de manière optimale pour justement éviter ce genre de maladies inflammatoires, ce genre de maladies chroniques. Mais l'épigénétique, vraiment la traduction de notre ADN, c'est autant, voire plus important que notre patrimoine génétique. L'idée, c'est tout à fait. Je dis, c'est que effectivement, il y a des gens, ils n'ont pas de chance. On n'est pas tous égaux en droit, dans la santé, pardon. Et parfois, il y a des gens, ils ont tiré, parce que j'aime bien le poker, ils ont tiré 7-2 dépareillés. Mais c'est pas parce que tu tires ça que tu peux pas gagner la main. Oui. Et juste, tu peux t'adapter à ton environnement pour être en très bonne santé et vivre une vie. Il n'y a pas de fatalité, en fait, c'est ce qu'on en fait. Et c'est vraiment être acteur de sa santé, être acteur de sa vie. Et c'est pour ça que j'en parlais. L'état d'esprit, c'est être reconnaissant d'être là. On est dans un pays qui peut nous prendre en charge à tous les égards. Sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la formation. Moi aussi, j'ai une formation solide, c'est grâce à ce pays. J'ai beaucoup de chance. Et être reconnaissant et vouloir se rendre utile à l'autre, ça permet déjà d'enlever tellement de problèmes qu'on peut avoir à niveau individuel, et puis de bien vivre. Ma mère, qui n'est plus là, disait « s'occuper des autres, c'est s'occuper de soi ». Et elle avait complètement raison, elle se focalisait sur le fait que tout allait bien, que tout pouvait bien se passer. Et je ne l'ai jamais vu se plaindre, même dans les derniers moments de son existence. C'est-à-dire que son objectif, c'était de contribuer, d'aider, de rester avec un bon état d'esprit. Elle l'a pris comme un accident de parcours. Malheureusement, c'est ce qui aura eu raison d'elle, mais pas de l'énergie qu'elle nous a laissée, des souvenirs qu'elle nous a laissés, au contraire. Moi, ce que j'ai tendance à dire, ce qui résonne un peu avec ce que disait ta maman, c'est la chose la plus égoïste que je peux faire, c'est m'occuper des autres. Parce que du coup, il y a tellement de bons à donner que c'est me grandir, c'est la meilleure des choses. Trop bien. Je pense que c'est une bonne manière de finir cette section. Ouais. Merci beaucoup. Avec j'ai passé un excellent moment. Moi aussi, c'était top. On a parlé de beaucoup de choses, de prévention, de maladies, de prévention, de philosophie, d'innovation, de philosophie. Donc merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions à poser à Céline ou à moi-même, on sera ravis d'y répondre si jamais vous les mettez en commentaire. Mais normalement, il y a une partie 2. Je dois venir dans tes locaux pour Génial. Faire la partie cardiologie. J'espère que je vais aussi bien me débrouiller que toi, mais il n'y a pas de raison. C'est sûr. Si jamais vous aimez ce genre de discussion entre professionnels et patients, n'hésitez pas à me le dire, à liker. Et pour des prochains épisodes,